bonjour à toutes, ce sont les tips des femmes de santé et aujourd'hui, eh bien, on va avoir quelques trucs et astuces pour savoir comment on prend la parole en public, mais surtout auprès des journalistes. Donc, comment bien positionner son discours. Et donc, c'est Christine Colmont qui va nous faire ça. Et alors, Christine, elle a un CV absolument remarquable, et pardon de le dire aussi crûment, mais c'est à peu près le cas, puisqu'elle est depuis donc je reprends mes antisèches et pardon, plus de 20 ans dans ce secteur-là, qu'elle est à la fois professeure en MBA à l'EFAP, mais elle anime aussi des émissions TV, des podcasts, elle est journaliste en même temps, sur Télé Sud pour l'émission voilà, sur la santé, c'est Santé Plus. Donc, tout ça pour dire que nous avons un cadre de tout ce qui est communication en direction des journalistes et dans le secteur de la santé. Et donc, je veux bien qu'on coupe les micros, s'il vous plaît. Et donc, quand on a cette chance inouïe que Christine accepte de nous faire partager tous ces trucs, ces astuces, tout ce qu'on doit dire, la façon dont on doit le faire, puisqu'en plus, tu médiatraines des personnes, c'est quand même une occasion en or pour nous toutes. Donc, je n'ai pas grand-chose à ajouter d'autre, si ce n'est que, vous savez, il y a toujours le petit volet un peu humain, parce que nous ne sommes pas que des machines professionnelles. Bien, Christine, c'est une sportive qui fait beaucoup de sport et notamment, elle fait, comment tu appelles ça, du street jazz, donc de la danse, plusieurs fois par semaine. Et c'est sa manière à elle de décompresser de sa vie pro notamment, mais aussi de s'éclater parce qu'il paraît que c'est génial et tu m'as donné envie d'en faire. Voilà, donc ça, c'était le petit plus un peu humain des femmes de santé. La parole est à toi. J'ai juste, avant que tu parles, puisque c'est le début et avant que les gens partent les uns à la suite des autres, puisque je les fais toujours à la fin, le 9 décembre, ce sont nos états généraux, donc je ne veux pas oublier de vous le dire. Ça a lieu en retranscription l'après-midi, donc vous pouvez les suivre si vous êtes à distance. Ensuite, c'est le matin aussi pour travailler et tous les ateliers qui ont travaillé en amont. On a eu 11 ateliers de travail avec les femmes de santé pour monter ces états généraux sur la santé de la femme. Et je suis hyper heureuse de vous annoncer que, la ministre vient, Madame Firmin Lebaudot, vient clore les événements. 2, on a le parrainage de Monsieur Braun, donc notre ministre. 3, on a le haut parrainage de la ministre marrainage de la ministre de l'égalité. Et 4, on a le haut parrainage du ministre de la fonction publique. Je pense que je ne pouvais pas faire plus en termes d'institutionnel pour avoir une caution. Nous l'avons donc. Nous avons même l'oreille de l'ensemble des cabinets car nous allons remettre une lettre ouverte dont l'objectif sera de présenter notre volonté de mettre en place une stratégie nationale santé de la femme. Donc, je suis hyper fière du travail qu'on a tout accompli. Les prochains tips, ce sont les violences faites aux femmes par 2 personnes spécialisées là-dessus. Le jour justement de la journée qui place ce sujet au cœur des médias et au cœur des personnes avec cette journée-là. Le 8 mars, nous avons les femmes de santé pitch sur un sujet d'innovation. N'oubliez pas, parce qu'on va vous lancer un appel à projet. Et puis enfin, en mai, on va aussi vous faire un appel à projet. Les 13 seront révélés et donc il va falloir que vous les nommiez, mais vous allez recevoir des mails là-dessus. J'ai fini. Christine, pardon, j'ai monopolisé. La parole est à toi et merci beaucoup. Merci beaucoup Alice. Bonjour à tous et bravo Alice aussi pour l'organisation des états généraux auxquels bien sûr je devais participer. En attendant aujourd'hui, notre sujet, c'est prendre la parole avec les journalistes et plus généralement en public, ce que vous, à mon avis, avez l'habitude, ou peut-être pour certaines moins, l'habitude de faire. Et le but, c'est déjà de savoir ce que vous avez à dire. Bon, ça, c'est peut-être l'évidence, mais quand vous prenez la parole en public ou auprès de journalistes, vous devez avoir un message clé, un message à délivrer. Si vous ne l'avez pas, vous ne remplissez pas votre job parce que le but, c'est quand même de délivrer le message pour lequel vous prenez cette parole. Et le but aussi, si c'est avec les journalistes ou bien en public, c'est de savoir quand ce message, est-ce qu'il a été bien compris, est-ce qu'il a été bien restitué. Et donc, vous verrez dans la presse, est-ce que le titre est bon, est-ce que l'article correspond à ce que vous vouliez dire. Est-ce que dans l'émission de télé, vous avez bien dit tout ce qu'il fallait dire, l'émission de radio, pareil. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous l'avez pas assez préparé en amont. Donc, le but, c'est déjà de savoir ce que vous allez dire, comment le dire. Et ça, on va le voir un petit peu plus tard.
aussi, pourquoi vous prenez la parole en public? Pourquoi vous prenez la parole auprès des médias? C'est pour avoir une bonne couverture médiatique à la hauteur de l'organisme que vous représentez. Ça peut être une entreprise, une association de patients, un hôpital, là où vous travaillez. Donc il faut vraiment que ça soit repris. Comme je vous disais tout à l'heure, si le message n'est pas bien clair, vous n'aurez pas de reprise et vous n'aurez pas rempli votre mission. Et pour s'en rendre compte, on peut faire des simulations, des entraînements, parce que rencontrer les médias, c'est un exercice à part entière. C'est pareil, si vous intervenez dans un colloque, c'est bien qu'en amont, vous travaillez avec le service communication pour savoir comment organiser les choses, qui parle de quoi, pour qu'il n'y ait pas de redondance. Tout ça, ça se prépare. Et on n'arrive pas sans avoir rien préparé, même si on connaît son sujet par cœur. Il faut vraiment bien organiser ses idées, mettre des mots-clés et savoir exactement ce qu'on veut dire avant. Et c'est également pour être un bon porte-parole, parce que si vous venez une fois en tant que femme de santé, par exemple, à la télé, moi, si je vous invite, et avec plaisir, hein, j'en profite, si vous êtes médecin et qu'on peut parler d'une pathologie, ce sera avec plaisir. Mais il faut vraiment que si vous êtes bon, on vous réinvitera et vous aurez à nouveau la parole. Donc c'est vraiment important de bien préparer pour que vous soyez le bon client, ce qu'on appelle le bon client. Alors, c'est quoi nos attentes, nous, en tant que journalistes? Nous, on veut des informations d'actualité. Donc, on veut quelque chose qui soit directement exploitable en fonction d'un angle qu'on prend. On veut des informations précises, donc il nous faut des faits, des chiffres, des exemples, des cas, et que ce soit de proximité. Par exemple, ce qui se passe en Ukraine, vous l'avez bien vu, les aides en Ukraine sont peut-être davantage reprises que des aides par exemple, d'envoi de médicaments ou la continuité des essais cliniques de pays beaucoup plus lointains. Voilà, quand c'est proche, ça nous concerne et on veut de la proximité pour que ça soit comment dire, commun à tous nos lecteurs, nos auditeurs et nos téléspectateurs. Et on veut de l'humain. De l'humain, c'est quoi? C'est que vous nous expliquiez que tel collègue, tel patient, tel je sais pas, qui est les choses, si vous voulez, telle, je sais pas, par exemple, quelle chercheuse ou chercheur qui travaille avec vous, ce qu'il a découvert, vous fassiez, vous voyez, quelque chose de concret qui donne à voir. Voilà, c'est ça, c'est l'humain, ça permet de retenir le message que vous avez à nous donner. Après, on a pas mal de contraintes, on est débordé, on fait plusieurs papiers à la fois sur plusieurs sujets et on prépare souvent des émissions à plusieurs, donc on n'est pas toujours maître de toute l'émission, de tout l'article, ou s'il y a plusieurs mains parfois. Et parfois aussi, on est confronté à la concurrence, c'est-à-dire entre journaux, c'est qui sortira l'information le premier. Voilà, donc c'est pas toujours. On a aussi des contraintes de temps, c'est-à-dire que si on vous demande de répondre dans la journée, vous ne le ferez pas le lendemain, parce que sinon, ça sera quelqu'un d'autre qui sera interviewé. Et voilà, donc c'est un peu. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, la Journée mondiale du diabète, hein, qui avait lieu le 14 décembre. Qu'est-ce qui est important, si vous voulez, c'est de. Moi, j'écris un papier, c'est que les laboratoires se jettent à l'eau. Donc, pour soutenir les associations, déstigmatiser les maladies, ça peut être un message qu'on délivre à l'occasion de la journée du diabète. Après, ça peut être telle nouvelle insuline, ou tel nouveau traitement, ou tel nouveau dispositif médical, ou une meilleure prise en charge, des escalades, je ne sais pas moi. Voilà, donc les sujets peuvent être très différents avec un seul événement qui est la journée mondiale du diabète. Et dans ce que vous allez délivrer, il y a 3 dimensions. Il y a les faits. Donc les faits, ça peut être les chiffres, ce qui se passe, la journée mondiale du diabète. Conceptuel, c'est le diabète est une maladie exponentielle, il y a de plus en plus de diabétiques, sans chiffres, mais après, si vous dites qu'il y en a 1 sur 10 au monde, il y en a X millions en Europe, là déjà, vous remettez le conceptuel dans le factuel, et l'émotionnel, c'est en disant, voilà, les gens en souffrent, ça développe des maladies métaboliques, telle personne a telle ou telle comorbidité, prise en charge dans tel service, ça c'est l'émotionnel, avec tel médecin. Ça permet d'incarner un peu le message. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, il y a ces 3 dimensions-là. Quel que soit le message que vous avez à donner, par exemple, si c'est dans un ascenseur, vous avez besoin d'expliquer ce que vous faites, n'oubliez jamais ça. La façon de présenter les choses, toujours les faits, le concept et l'humain. Ça permet, si vous voulez,
ça donne une bonne histoire. Parce que nous, ce qu'on veut, journalistes, c'est raconter des histoires. Et la façon de mieux raconter des histoires, c'est qu'il y ait un héros, qu'il y ait une histoire, qu'il y ait quand même de la chair et des exemples. Voilà, sinon, on ne retient pas. Et ça, au coin du feu, pour les femmes préhistoriques, c'était un petit peu la façon de retenir les histoires par oral. Il fallait vraiment qu'il y ait de l'humain et un petit peu de suspense. Alors, si vous parlez à la presse ou en public, c'est que vous êtes un expert. Vous êtes un expert. Après, vous allez dire, les femmes sont toujours à dire, je ne suis pas vraiment experte, etc. Si, vous êtes experte. Vous avez une fonction, vous avez un domaine de responsabilité et c'est vous qui délivrez le message. C'est pas, vous n'êtes pas à répondre avec une petite voix, etc. Vous avez quelque chose à dire, vous imposez, vous respirez et vous y allez. Vous êtes dans votre légitimité. Donc, si on vous pose une autre question, un exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de la grève vous venez pour le diabète, on reprend le même exemple. Qu'est-ce que vous pensez de la grève des laboratoires d'analyse? Bon, vous dites, écoutez, moi je suis là pour parler du diabète. Vous revenez sur ce que vous êtes, votre domaine de légitimité, et vous n'en sortez pas. Parce que si vous en sortez, on peut vous poser des questions et vous titiller sur ce que vous dites. Deux, ça ouvre aussi, ça permet, si vous voulez, aux journalistes d'avoir un autre angle. Donc, il va se dire, ah ben oui, je vais peut-être plutôt faire un papier sur la grève des laboratoires plutôt que sur le diabète, etc. Et vous n'aurez pas rempli votre mission. Si vous prenez la parole, c'est qu'il faut vous rester dans votre légitimité. Et quand on vous pose des questions, vous avez des messages à délivrer. Il y avait Henry Kissinger qui disait quelles sont les questions pour les réponses que j'ai préparées, et c'est pas le contraire. C'est pas je réponds aux questions. Vous n'êtes pas un bon élève ou quelqu'un de scientifique qui est programmé pour répondre aux questions, faire avancer les choses. Vous êtes là pour imposer ce que vous avez à dire et surtout que ça soit retenu et donc quitte à le dire plusieurs fois de manière différente. Par exemple, dites la journée mondiale du diabète. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'autour de vous, là, vous voyez, il y a de plus en plus de personnes qui ont des problèmes métaboliques, qui ont grossi. Donc, moi, je peux vous dire qu'à l'occasion de la journée mondiale du diabète, et patati patata, ce que vous devez dire. Et aussi, donc, ça, c'était Winston Churchill, un autre, qui disait « Un discours improvisé a été réécrit 3 fois ». Donc, il faut au moins le dire 3 fois, sauf si vous avez 10 secondes. Dans quel cas, c'est pas 10 secondes, c'est beaucoup trop, pour le répéter, c'est trop court. Donc, il y a un message essentiel, un seul, avec, et après, vous allez vous appuyer sur des messages d'appui. Le message essentiel, il est comment? Nous, on dit, il y a la règle des 5 W, qui, quoi, etc. Là, je vous en propose 3. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc c'est quoi? On sait, il y a de plus en plus de diabétiques, il y en a 1 sur 10, ça n'arrête pas d'augmenter, etc. Ça, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. C'est un domaine qui est commun à tout le monde. Après, vous allez dire qui fait quoi? C'est qui le héros de l'histoire? C'est moi, par exemple, je vais vous prendre l'exemple du bateau classe 40 Navigons avec le diabète, qui actuellement qui a pris le large pour déstigmatiser la maladie. Pour ça, c'est le héros, c'est le bateau avec son navigateur, etc., le jeune skipper, voilà. Et alors après, la troisième, c'est comment ce navigateur a fait pour arriver là. Alors, il a été soit avec le soutien de telle ou telle personne, de l'association, le soutien de tel laboratoire, on ne va pas le citer parce que le but n'est pas de faire de la publicité pour telle ou telle entreprise. Voilà, donc c'est ça. Donc, il y a un problème. Il y a une solution, c'est moi, c'est moi, c'est l'entreprise, c'est l'association, c'est moi médecin ou la maladie, ça peut être qui est le héros de l'histoire et comment ce héros de l'histoire fait ce qu'il fait, donc avec de l'humain, avec tel ou tel, je veux dire, médecin, qui a tel ou tel chercheur qui a travaillé sur la maladie, ça c'est le comment, voilà. Je ne sais pas si ça vous parle ou c'est une façon de raconter, si vous voulez, c'est un peu nous, notre chapeau. Quand on a un titre, un chapeau, c'est le petit résumé, c'est un peu la façon dont on le présente. C'est-à-dire, ça résume l'histoire de l'article, hein, et ça peut résumer l'histoire de l'émission ou l'histoire de, vous savez, les petits résumés qu'il y a quand c'est enfin les podcasts ou les
ou les émissions de télé, il y a souvent un petit résumé, c'est un peu ça qu'on essaie de mettre en exergue. Alors, comment on communique? Donc, il faut parler de manière très intelligible, hein. On dit toujours un enfant de 12 ans, donc des phrases courtes. C'est un verbe, un sujet, pardon, verbe complément. Éviter les anglicismes, les abréviations, les mots valises ou un vocabulaire trop scientifique, du jargon, bien, par exemple, innovation, ça veut dire quoi pour vous? C'est un mot valise, ça veut dire autre chose pour quelqu'un d'autre. Donc, dans ce cas-là, il faut préciser. Innovation, ce que je veux dire, c'est le progrès thérapeutique dans telle maladie. Voilà, l'innovation, ça veut dire c'est les nouveaux dispositifs médicaux, machin, c'est la nouvelle organisation dans tel hôpital. C'est une innovation. Mais il faut, dans ce cas-là, l'expliquer. Il faut être convaincant également. Alors pour ça, il faut prendre sa respiration. Vous voyez, là, je prends ma respiration pour poser ma voix. Il ne faut surtout pas oublier de respirer pour moduler sa voix. Et il faut aussi illustrer avec des exemples, avec du vécu, des données chiffrées, pour être plus concret, pour être compréhensible et crédible. Ça, les chiffres et les exemples, il n'y a rien de mieux pour être crédible. Vous pouvez aussi donner des anecdotes, des expériences de terrain. Mais dans ce cas-là, ces anecdotes, ces expériences, il faut vraiment que vous les réactualisiez et surtout que ça ne soit pas quelque chose, ça peut être quelque chose qui est arrivé à quelqu'un d'autre en disant tel collaborateur, tel confrère, telle consoeur, etc. Mais il ne faut pas que ce soit l'exemple qui est repris dans toute l'organisation. Parce que moi, ça m'est arrivé d'arriver à une conférence de presse. C'était 2 personnes différentes d'un même laboratoire et aux 2, il aurait été arrivé la même chose dans un avion. C'est un peu à 2 mois d'intervalle, c'est un peu bizarre, vous voyez. Moi, je me suis dit, c'est un exemple qui a été repris par la communication et qui a été décliné à d'autres niveaux. Ça, il vaut mieux éviter parce que ça enlève la crédibilité de l'exemple. Alors, le fond, c'est important, on l'a vu. Il faut vraiment que vous ayez quelque chose à dire, que ce soit bien présenté avec des exemples, etc. Mais il y a aussi la forme. Alors la forme, ça compte pour un peu plus de 80% de ce que vous dites. Là, par exemple, vous voyez, j'essaie de regarder ma caméra. Si je regarde comme ça, bon déjà, voilà, donc j'essaie de me tenir droite. J'essaie de me tenir droite, pourquoi? Pour mon diaphragme, pour poser la voix, pour vous parler, pour que vous m'entendiez. Je prends ma respiration. La respiration, ça fait aussi partie de la posture. J'évite de me balancer à droite, à gauche, etc. Parce que même si c'est une émission de radio, parfois c'est filmé, même si vous êtes devant un auditoire, si vous bougez comme ça ou si vous regardez, vous perdez de crédibilité. Et souvent, les gens, que ce soit des journalistes ou si ça peut être lors d'un colloque, la première chose qu'ils voient, c'est votre façon dont vous vous tenez, dont vous êtes habillé, vous êtes maquillé, coiffé, etc. Et c'est l'intonation de la voix et c'est votre posture. Et la communication verbale ne représenterait que 7% de l'ensemble de la communication selon la règle des 3 V. V, c'est pour communication verbale, 7%. Intonation, c'est pour communication vocale, 38%, et mimique et gestuelle, c'est pour communication visuelle. Donc, ça veut dire qu'il faut faire effectivement attention à la forme. Voilà, c'est humain, c'est même à travers un écran. Et répondre du tac au tac aussi, vous êtes des bonnes élèves, hein, comme la plupart des femmes, et les femmes de santé encore mieux. Vous répondez du tac au tac, non, surtout pas. Vous prenez votre temps. Regardez des vidéos de Barack Obama quand il répond, je veux dire quand il parle, il prend son temps, il respire, il fait 3 pas, il fait, alors en anglais bien sûr, good morning, my name is Barack Obama, etc. Mais il dit bonjour, il prend son temps. Et je suis, c'était à l'époque, le président des États-Unis. Il reprend son temps, etc. Tout ça, ça donne, comment dire, plus d'impact à votre message, de respirer, d'être tranquille. Et si vous ne savez pas, vous pouvez faire répéter la question, vous pouvez redire, vous voulez dire que, voyez, et puis si vraiment c'est en dehors de votre domaine de légitimité, vous dites par exemple, si on vous demande que pensez-vous du PLFSS, la loi de finances du vote actuellement, ce n'est pas du tout votre légitimité, vous dites écoutez, je vous propose d'en discuter avec un député, un sénateur, etc. Moi, ce que je peux vous dire dans mon association, dans mon entreprise, c'est que papa. Ça s'appelle le block and bridge, c'est-à-dire on bloque et on prend un pont pour dire ce qu'on a à dire. Ne jamais répondre si ce n'est pas dans votre légitimité.
Alors, bien préparer son interview, on a bien compris qu'il y avait un message principal qui doit être normalement articulé, comme je vous l'ai dit, mais après, du moment que vous savez ce que vous devez dire et que c'est la même façon de le dire avec vos mots que les autres personnes de votre entreprise, de votre organisation, parce que il n'y a rien de pire que des messages différents selon dans la même organisation. Un exemple, par exemple, j'avais travaillé avec Renalou et leur but, c'était le don du rein des donneurs vivants. Et à chaque fois qu'elle disait quelque chose, tout le temps, c'était ça. C'était, les donneurs vivants peuvent donner leur rein, etc. Par exemple, le clair, c'est quoi? C'est le prix. Donc, à chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est le prix, le prix, le prix. Voilà, c'est son seul message. Après, il le dit de manière différente, mais il ne faut jamais oublier, ce message clé doit être le même dans toute l'organisation avec des exemples différents, puisque c'est vous êtes dans un département particulier, donc c'est adapté, mais il ne faut pas que ça soit dissonant, sinon la communication à l'extérieur sera mauvaise et on ne retiendra pas ce que vous faites et il faut que ce soit clair aussi. Voilà, et alors avant de préparer, de rencontrer un journaliste, il faut bien savoir qu'est-ce qu'il fait, où il travaille, comment il traite les sujets pour pouvoir s'y adapter. Aussi, il faut suivre les actualités juste avant l'interview parce qu'il arrive qu'il se passe quelque chose chez un concurrent, dans une autre association, dans un autre hôpital. Et si vous ne le savez pas, si vous voulez, n'ayez pas l'air, vous voyez, étonné comme ça. Ouais, voilà, ça fait pas très crédible. Donc il faut dire, écoutez, oui, je suis au courant, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans mon hôpital, patati patata. Voyez, voilà, toujours revenir à ce que vous avez à dire. Il faut réactualiser vos informations et aussi les exemples, hein, parce que évidemment, ça change, ça peut évoluer, et relire peut-être des fiches techniques ou des messages clés qui ont été préparé avant par la communication si vous faites partie d'une entreprise ou d'un service de presse. Après, si vous êtes dans votre légitimité, un exemple, un médecin qui parle de la pathologie, il doit quand même savoir qu'il y a eu tel congrès, que tel confrère a fait telle étude. Vous voyez, il faut toujours se tenir au courant de ce qui se passe avant l'intervention. Alors, pourquoi on se forme à la parole? Oui, c'est bon, on arrête? Obligée de... c'est bon, on arrête. Je suis obligée de t'annoncer la montre. Donc voilà, je t'annonce la montre. Non, c'est fini. Parce qu'on t'écoute toutes suspendues, on prend toutes des notes, je regarde les gens et du coup, mais en fait, la montre est là. Mais non, mais c'est fini. Non, voilà, mais conclue. Voilà. Enfin, je veux dire, vas-y, conclue. Tu as le temps de conclure, non, bien sûr, mais je suis obligée de t'annoncer que le temps imparti s'écoule vite. Pas de problème, Alice. C'est juste pour conclure que, effectivement, ça se prépare. Deux, tout le monde peut le faire, même si on n'est pas très doué pour communiquer. À partir du moment où on respire, qu'on pose sa voix, qu'on a bien préparé et qu'on est dans sa légitimité, ça ne pose pas de problème. Donc, il ne faut pas avoir peur. Moi, je vois souvent des femmes justement qui ont des petites voix, etc. Et ce qu'elles disent, c'est très intéressant. Donc, c'est dommage que qu'elles disent soit édulcorée et soit inaudible parce qu'elles ne parlent pas assez fort et qu'elles n'aient pas travaillé la forme. Donc, même si on n'est pas doué, entre guillemets, eh bien, ça se prépare, ça se travaille et tout le monde peut prendre la parole vis-à-vis des journalistes. Et il faut oser le faire, parce que le but de Femmes de Santé, c'est quand même d'augmenter la visibilité des femmes dans la santé, n'est-ce pas, Alice et Margot? C'est sa genèse, en tout cas, exactement. Voilà. Merci beaucoup et bravo. Je rebondis juste sur l'importance de ce que tu as dit, hein, de raconter une histoire avec, évidemment, j'ai pris quelques notes, hein, mais les faits, le concept et l'humain. Et puis surtout aussi le fait d'être concret, compréhensible et crédible. Voilà, c'est les mots-clés que je retiendrai moi. On a des questions et des demandes et la parole est à vous, mesdames. Allez-y. Alors, il y a Cécile qui lève la main et Lydia. Si vous voulez ouvrir vos micros et prendre la parole, allez-y. Eh bien, bonjour, donc Lydia, moi je vous appelle de Brest en Bretagne, donc spécialiste de la prévention en santé et pharmacienne. Et du coup, j'ai eu déjà des stages précédemment. Vous n'avez pas évoqué ce qui tourne autour de maîtriser son environnement, à savoir être assis ou être debout.
tout à fait. La hauteur du journaliste, la caméra ou le micro, et faire en sorte d'être maître de l'entretien et non pas le subir. Oui, ça je l'ai dit, à partir du moment où vous êtes légitime, vous êtes maître effectivement de votre entretien et vous ne répondez pas aux questions dans le sens où vous avez un message à délivrer et à partir du moment si la question n'est pas comment dire dans votre légitimité, vous essayez de la contourner pour redonner votre message. Et quoi qu'il en soit, en début d'entretien, lorsque vous passez à la télé ou à la radio avec un journaliste, il faut impérativement que vous délivriez tout de suite votre message, comme ça c'est fait, quitte à le répéter après. Alors, s'agissant de la hauteur de la caméra, donc effectivement, si vous êtes en Teams, là, vous regardez la caméra, vous essayez après, si vous avez des notes, vous les remontez un petit peu là, en dessous, là. Sinon, il faut avoir toujours effectivement, j'ai pas parlé les pieds à plat lorsque vous êtes en radio. En télé, pareil, dans la mesure du possible, donc régler, après, eux se débrouillent pour régler la caméra et vous mettent, je veux dire, à la bonne distance pour que vous soyez pas plus haute, etc. Si vous êtes en manche debout, c'est un petit peu plus compliqué, donc parce que le but, c'est effectivement pour la posture, c'est d'être ancré dans le sol. Et soit on peut être debout, soit on peut être assis. Moi, je conseille d'éviter de croiser les jambes parce que justement, on a les deux pieds à plat. On peut éviter, vous voyez, parce que si on n'est pas très stable, ça, voilà. Et debout ou assis, c'est un peu comme vous le souhaitez. Et éviter évidemment d'avoir les bras comme ça, d'être complètement recroquevillé, vous tenir droite. Et puis, vous pouvez parler avec les mains à partir du moment où c'est naturel, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, et effectivement, vous avez raison. Donc, il faut être maître dans l'entretien et savoir s'imposer et ne pas cesser faire, justement, si on vous coupe et tout, reprenez en disant, si je peux me permettre, je voudrais terminer de vous dire ça, voilà. Il faut vraiment voilà, se mettre dans un... Si vous voulez, c'est pas un exercice habituel, vous n'êtes pas en train de tout travailler, etc. Là, vous êtes en représentation et c'est comme si vous jouiez un rôle. C'est-à-dire que vous avez la voix, moi ma voix n'est pas la même là, si je vous parle normalement, et là actuellement. Je suis en représentation, je ne me tiens pas du tout de la même façon. Ah oui, alors ça va, vous voyez, c'est pas du tout la même attitude. Vous êtes en représentation, vous avez quelque chose à délivrer et vous le faites. Voilà. Et vous imposez. Et ça fait partie, la voix, c'est hyper important et la façon dont on se tient, ça permet de s'imposer. Il ne faut pas non plus être comme ça, agressif et tout, mais... Je précise juste que beaucoup de gens nous disent c'est trop court, c'est trop court, c'est trop court. On va monter une formation avec Christine maintenant qu'on est au F, on va la faire. Il y avait des questions sur le regard, mais il y a d'abord une question orale, donc on y va. Oui, bonjour, merci beaucoup Christine pour ces trucs et astuces. Donc Cécile Parietti-Vinclair, moi je suis professeure agrégée de chirurgie à la faculté de médecine de Nancy et chirurgien des hôpitaux au CHU dans le service d'ORL. Donc, comme beaucoup de femmes dans les filières chirurgicales académiques, on se retrouve souvent toute seule en tant que femme dans de nombreux comités, les instances nationales, etc., où je peux vous assurer que la parité n'est pas encore arrivée jusque-là. Et quand on est sollicité à ces niveaux-là, les journalistes, souvent, ne peuvent pas s'empêcher de poser des questions quant à notre genre, à savoir, alors vous, en tant que femme. Donc ça, c'est vraiment alors, c'est peut-être hors sujet ici, ce que je peux tout à fait comprendre, mais voilà. Alors, c'est très compliqué de ne pas réagir parce qu'on reste légitime. Ensuite, étant donné qu'en tant que femme, pour en arriver à certains niveaux, on a avalé un bon nombre de couleuvres qui font que c'est difficile de ne pas en parler quand on nous tend une perche. Or, ça pose plusieurs problèmes. Et c'est souvent pas pour ça qu'on est sollicité, parce qu'on a d'autres domaines d'expertise que d'être une femme dans un milieu d'hommes. Mais à côté de ça, comment faire
quand même passer certains messages sur cette histoire de parité, ce qu'on parle, oui, vive la parité, on est en 2022, il y a de la parité partout, c'est totalement faux. Il y a vraiment des niches où on n'y a pas encore accès, et je peux vous assurer qu'en 2022, moi, si je vous donnais quelques pépites de choses que j'entends, mais c'est tous les jours, c'est assez saisissant quand même. Donc, comment faire, quelle posture adopter et quelles réponses, d'après vous, sont les meilleures? Alors, Cécile, si on vous pose la question, vous êtes une femme, comment vous êtes arrivée à cette place-là? Ou bien si on vous titille en vous disant, c'est quoi exactement votre question du coup? Excusez-moi, je vous reformule. Alors, Comment répondre à quoi alors? Ouais. Alors, c'est un petit peu à tout. En fait, c'est ce genre de questions qu'on ne poserait jamais à un homme. On ne demanderait pas à un homme pourquoi. Répondez ça, vous dites pourquoi est-ce que vous poseriez cette question à un homme déjà? Et si on vous demande effectivement la parité est-elle respectée, vous dites non. Et il y a eu une étude qui est sortie d'ailleurs par Donner des ailes également avec je ne sais plus combien, 22% des femmes médecins et 56% qui sont. D'ailleurs, vous avez travaillé aussi, Margot, là-dessus, sur la parité homme-femme à l'hôpital et parmi les femmes médecins, il me semble. Et donc, c'est sûr que c'est complètement anormal, surtout en chirurgie. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, des femmes chirurgiennes, et en plus au poste que vous avez. 2%, donc vous donniez certains chiffres, dans les filières académiques chirurgicales, alors qu'il y a plus de femmes sur les bancs de la fac que d'hommes à l'heure actuelle, il y a 1 à 2% maximum de femmes qui sont à des postes de responsabilité de département ou de services universitaires. Donc, on pourrait peut-être faire un tip justement là-dessus, c'est-à-dire que répondre. Oui. On a fait un tip sur les remarques sexistes, hein. On en a fait un, on va vous le remettre on vous renverra le lien qui a été fait par Sandy, et on a créé une formation là-dessus d'ailleurs après avec Sandy. Mais on peut faire peut-être un nouveau, dans les mois qui viennent, un nouveau tips qui est quand en tant qu'experte, on déplace ma crédibilité et mon expertise sur le fait que je suis une femme, comment je gère la situation, surtout que c'est vrai qu'on se retrouve soit face à quelqu'un de très haut placé ou un chef, ou alors face à un journaliste, et on a peur de braquer dans ces cas. Voilà. Je propose qu'on fasse un point, Christine, on y réfléchit, mais qu'on vous fasse un type d'1 quart d'heure comme ça. Est-ce qu'il y a... Oui. Je vais juste demander à Cécile si elle veut bien venir dans mon émission. Comme ça, vous aurez... Hein. J'en ai pas eu beaucoup. J'ai eu un homme chir thoracique, mais j'ai pas eu. Vous êtes en ORL, c'est ça? Oui. Ouais, bah, écoutez, avec plaisir, je vous invite. Hein. On vous met en contact. Voilà. Merci. Au passage, Christine, tu diras merci à Femmes de Santé de vous avoir mis en relation comme ça. Ah bah ça c'est sûr, mais je n'oublie pas. J'ai oublié une fois, mais sinon normalement je n'oublie pas. J'ai invité Sandy, Sandy Boulanger, voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a encore temps pour une question ou Oui, il y a encore le temps pour une question. Normalement, c'est fini. Mais là, c'est tellement dense comme besoin qu'on va bien sûr élargir. Et celles qui veulent partir, bien entendu, allez-y. On ne vous retient pas, mais bien sûr, posez vos questions. Ah mais je vois que quelqu'un m'a donné un début de réponse. Mais effectivement, j'avais une question sur le regard, notamment quand on est sur une discussion où il y a plusieurs personnes en fait en face de nous. Et quand on regarde parfois à la vidéo a posteriori des enregistrements, on se rend compte qu'on a les yeux qui partent un peu dans tous les sens et que c'est très perturbant en fait à regarder. Est-ce que vous avez un conseil là-dessus? Alors, ça dépend si vous êtes en plateau. Normalement, les caméras sont orientées de la façon où vous répondez à votre interlocuteur. C'est-à-dire, quelqu'un vous pose une question, normalement, la règle est 180, je vais le mettre bien. Donc, vous parlez comme ça et l'interlocuteur est comme ça, pour que vous ayez tous les deux le regard au milieu. S'il s'agit c'est filmé, et si vous avez plusieurs interlocuteurs, à chaque fois vous leur répondez. Vous voyez par exemple une table ronde, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vous posent une question. Si vous parlez en plénière ou devant plein de gens, vous regardez une personne, vous parlez à un, par exemple vous avancez un petit peu, vous regardez une autre personne, etc. Vous essayez d'embrasser toute la salle, mais pas de regarder. Vous voyez, vous dites une phrase ou deux. Vous faites quelques pas, une autre phrase ou deux, vous regardez quelqu'un d'autre,
et essayez de mettre aussi les gens qui vous sont proches ou sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Parce que contrairement à une caméra, vous voyez là c'est un petit peu impersonnel. Vous regardez, moi je regarde un peu dans le vide, je vois quand même, mais je regarde plutôt la caméra. À moins d'être présentateur télé, une caméra c'est quand même une machine, donc mieux vaut regarder quelqu'un en face, dans les yeux. On vous pose une question, vous répondez à la personne, quelqu'un d'autre vous pose une question, vous lui répondez. Vous voyez, c'est assez simple en fin de compte, pour vous appuyer sur l'humain, la personne humaine qui est en face de vous. Dernière question. Moi, j'ai une question ou suggestion. Donc, Catherine Marty, je suis médecin, endocrinologue et je suis directrice des affaires médicales dans un laboratoire pharmaceutique. Donc, avant tout, je voulais remercier et Femmes de Santé de l'organisation de cette conférence et vous, Madame Colmont, parce que même s'il y a des petites choses qu'on peut faire naturellement, eh bien, je fais partie des personnes qui ont pris plein de notes durant votre intervention. Je ne sais pas si vous aurez le temps de répondre aujourd'hui, mais nous sommes parfois confrontés en tant qu'employés de l'industrie pharmaceutique à des conférences de presse. On est interviewé par des journalistes. Et en tout cas, ça m'est arrivé une fois d'avoir... il y avait 5 ou 6 journalistes en face de moi, mais une des journalistes était en boucle sur tout ce qu'on peut entendre de mal sur l'industrie pharmaceutique. Et à chaque fois, j'essayais de revenir au sujet qui était en fait sur ce que notre laboratoire allait développer comme futures molécules. Et à chaque fois, elle revenait sur laboratoire pharmaceutique, Satan, vous faites l'argent sur les patients, etc. Et j'avais l'impression moi aussi d'être en boucle pour essayer de ramer et répondre à la question initialement prévue. Alors ça arrive dans quelques émissions télé. Je ne sais pas si vous avez vu, certains journalistes posent toujours la même question. Et il y avait Tony Blair qui a répondu à un journaliste qui lui posait toujours la même question. Il avait toujours la même réponse. Il lui a dit, écoutez, madame ou monsieur, là, vous me posez toujours la même question. Donc, je vous donne toujours la même réponse. Alors, si la question n'est pas effectivement, est hors sujet, vous pouvez lui dire, écoutez, madame, je reprends ce que m'a dit un numéro 2 d'un grand labo qui est plutôt en oncologie. Une journaliste est venue à taper sur l'industrie pharma pendant 3/4 d'heure, etc. Au bout d'un moment, elle a demandé, ma tante, ma mère et tout a un cancer de je ne sais pas quoi, est-ce que vous pourriez la prendre dans les essais cliniques? Et là, le monsieur lui a dit, écoutez madame, ça fait 3/4 d'heure que vous tapez sur l'industrie pharma, vous avez besoin de nous maintenant, et il voulait qu'on vous prenne enfin vous voyez, c'est un peu, à la dame, vous pouvez rappeler en disant, écoutez madame, là, c'est pas le sujet, moi je peux vous dire que nous œuvrons pour, ça on peut le préparer à l'avance, nous œuvrons pour les patients, nous mettons au point des nouvelles molécules. Alors, je ne sais pas si c'est en endocrino, si vous êtes dans le diabète ou autre, mais oui. Voilà. Donc, il y a une personne sur 10 qui a le diabète autour de vous. Moi, il y a mon mari perso qui a le diabète 1. Donc, vous avez bien quelqu'un autour de vous qui a un diabète ou qui en aura un jour. Donc, vous pensez bien qu'il faut quand même qu'on mette au point des nouvelles molécules et vous revenez sur le truc, vous voyez. Mais je sais que c'est compliqué parce que c'est la malveillance. Et c'est pas confortable en fait. Là, on n'est pas dans une situation de confort du tout. Non, c'est sûr. C'est sûr, mais bon, il faut être, faut être ferme. Vous faites un beau métier, il faut rappeler que vous êtes là pour soigner les gens et pas pour, faire que de l'argent. Parce que bon, c'est quand même pas c'est pas des associations à but non lucratif. Voilà. Bien sûr, non, mais ça, on est bien d'accord. Bien sûr, on est bien d'accord. Merci beaucoup. Je suis obligée de tenir la montre. On a 8 minutes de retard, mais ça valait le coup, je trouve. Cécile, on a bien retenu qu'il y a un enjeu autour de la position des femmes dans les médias ou quand on a des postes pour lesquels on est très peu de femmes, etc. et que c'est toujours un sujet, donc on va y travailler. Merci. Je crois que c'est l'un des tips où on a eu plus de logs en direct. Après, les tips sont beaucoup revus, mais merci d'être venu. Et puis, transmettez les autres parce que finalement, les tips, ça nous demande quand même une petite régularité à nous dans l'équipe, de préappeler tout le monde, de discuter. Mais j'aime bien parce que moi, comme ça, j'ai pu rencontrer Christine de façon plus cool et plus sympa. On s'était vu quand même par ailleurs. On s'était vu. Oui, on s'était vu avant, mais en même temps, on n'avait pas parlé des mêmes choses. Donc voilà.
Merci à toutes de vous être loguées. Donc, n'oubliez pas, le 9 décembre, ce sont nos états généraux. Objectivement, c'est très expérimental. On a travaillé d'arrache-pied, mais ça nous a permis aussi de faire avancer des choses et des valeurs qu'on partage toutes. Et merci d'avoir rejoint le collectif. Je suis honorée de vous avoir eu sur ce Teams. Et merci à Margot, bien sûr, parce que Margot coordonne tout et il ne faut pas l'oublier. Merci, madame. Merci, Christine. Merci beaucoup à vous deux et à toutes d'avoir assisté à ce Merci à toutes. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, merci. Au revoir. Au revoir. Au 9.